Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes mercredi le 7 avril. Oui, 8 avril. On serait... Cette confusion. Oui, nous sommes mercredi 7 avril et vous êtes donc à l'émission Tech et Transmission avec Elsa et Michel. Salut Michel. Salut Elsa. Ouais, on a un peu bugué, hein, c'est oui. C'est parce qu'on a de superbes invités. Oui. Alors ce soir à Tech et Transmission, comme tous les mercredis, on parle d'un sujet donc de technologie et de transmission. Aujourd'hui, on va parler donc avec nos deux superbes invités de comment former la relève en technologie dès aujourd'hui, surtout comment s'assurer que les filles prennent leur place dans cet avenir numérique et comment nos villes peuvent créer un environnement propice à cette transformation. Vous l'aurez donc compris, ce soir on reçoit le maire de Laval, Stéphane Boyer, et Mathieu Lefrançois, enseignant à l'école secondaire Leblanc à Laval. Et je vais laisser donc Michel aller plus en détail sur nos deux invités. Oui, ben c'est sûr que nous c'est un peu concept chouchou ce soir, là, parce qu'étant une OBNL de Laval, on travaille beaucoup avec les organismes de Laval, donc ça nous intéressait énormément d'avoir le point de vue du maire aussi ce soir. Le vrai maire d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on veut quand même le préciser à nos auditeurs, on a le vrai maire, pas le faux. Puis également avec l'école Leblanc, c'est la première édition qu'on a faite de notre programme J'ose la tech, super programme avec les jeunes à l'école secondaire. On a travaillé avec Mathieu d'ailleurs, puis je vais laisser Mathieu un peu parler de ton parcours pour commencer, mais aussi de l'expérience que tu as eue avec J'ose la tech. Oui, bonsoir Mathieu. Parfait, bien, merci de me recevoir. Moi, je suis enseignant de mathématiques, principalement à l'école Leblanc à Laval. J'enseigne aussi l'informatique, j'ai enseigné les sciences, j'ai enseigné la robotique aussi. Ça fait 7 ans que je suis enseignant en ce moment. Puis j'ai voulu être enseignant depuis environ, je dirais, depuis le cégep à peu près. Mais j'ai jamais pensé à autre chose dans ma vie en ce moment. Si j'avais à faire, vous me demanderiez qu'est-ce que je voudrais faire en ce moment, je dirais, j'ai aucune idée. Vraiment, là. Tu dirais, je veux continuer à être enseignant, c'est ça? Vraiment. J'ai enseigné au privé et au public à Laval. Puis j'ai qu'enseigné à Laval, là. J'ai pas fait d'autres milieux. Moi, je viens de Laval aussi. Avec J'ose la tech, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un projet avec, je me rappelle plus de la compagnie exactement. C'était avec Nexus Innovation. Avec Nexus Innovation, merci beaucoup. Où on est venu dans les classes, puis on a créé des chatbots avec les élèves. Des chatbots autant locaux, donc avec des fichiers qu'on a donnés seulement à l'ordinateur et aussi sur Internet. Okay. Puis on a testé les deux aussi. On a montré aux élèves comment ça fonctionne au niveau de l'apprentissage du chatbot, comment est-ce qu'on l'entraîne pour répondre comme on veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer sa personnalité, changer son style de réponse, ce genre de choses-là. Puis on a invité des gens aussi qui travaillent là, dans le milieu à venir poser des questions aux élèves. Ouais. Puis honnêtement, c'était le fun. Puis j'ai hâte de continuer ça avec vous. Ben nous aussi on a. Et toi Michel, tu étais dans le projet, tu as participé. Oui. Comment déjà, la collaboration entre J'ose la tech et l'école Leblanc, elle est vraiment arrivée parce qu'au début, nous, c'est un de nos programmes phares, puis on cherchait en fait une école qui allait accepter de nous recevoir, parce que notre programme est assez particulier. Il n'est pas pendant les heures parascolaires, il est pendant les heures de cours. Donc on avait envie de tenter quelque chose de nouveau, puis l'école Leblanc nous a reçus. Puis déjà pour ça, on est hyper reconnaissante là. Puis Michel a eu la chance pendant son congé maternité de travailler fort. Et donc, elle est venue participer au programme. Comment tu t'es sentie, toi? Puis est-ce que tu t'es dit à un moment donné, ça fait tellement du sens ce qu'on est en train de faire? Bien, définitivement. Puis aussi, tu sais, je veux revenir sur ce que tu as dit, Elsa. Un gros merci parce que vous avez été impliqués. Et puis c'était la première édition, on essayait quelque chose. Donc c'est certain qu'on se lançait un peu dans une aventure. On le faisait avec Nexus Innovation, comme on disait précédemment, qui nous aidait à monter, qui sont une compagnie AI. Fait qu'eux, ils sont spécialisés. Mais dans le marché du travail, on se dit, bien, il faut peut-être sensibiliser les jeunes un peu avant sur qu'est-ce que c'est, parce qu'ils sont aussi amenés à travailler avec des chatbots sans le vouloir. Le chat GPT de ce monde, eux, ils grandissent avec ces jeunes secondaires, donc ça fait partie de leur vie. Donc un peu de montrer l'arrière-plan. Puis vous avez été tellement
collaboratif. Vous nous avez reçus à bras ouverts. Puis, comme tu disais, on prend des sessions de cours. Donc, il fallait aussi que ça soit un peu en lien avec le programme. Ouais. Mais moi, j'ai adoré mon expérience. Puis, de revenir aussi à l'école, si je peux dire ça, je peux revenir sur les bancs, mais aussi de voir la réalité de l'autre côté. Tu penses à certains éléments, mais là, tu reviens sur le terrain, tu dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait longtemps qu'on a gradué du secondaire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui. Donc, j'étais vraiment contente de pouvoir être là pour vivre l'expérience. Oui, et je pense aussi que notre équipe de Nexus était, je pense, comme toi, Michel, à se dire, c'est un retour à l'école. Puis on veut aussi se rendre compte de, tu sais, les entreprises des fois ont l'air un peu très éloignées de la réalité de la relève. Puis nous, en fait, à travers le programme J'ose la tech, on veut les ramener dans cette réalité-là. Parce qu'ils ont l'air un peu très loin en se disant, mais on ne comprend pas pourquoi telle chose arrive, pourquoi il n'y a pas assez de filles en tech, par exemple. Tu sais, il faut qu'on commence à la base. Donc c'est ça. Mathieu, question pour toi. Vu que tu es dans le vif du sujet et que tu vis avec les élèves régulièrement, qu'est-ce que les jeunes t'ont donné comme feedback de ce projet? Honnêtement. Premièrement, ils m'ont dit que ça a fait différent de ce qu'on fait en classe normalement, surtout en cours d'informatique. Justement, ce qui est intéressant pour moi dans le cours, c'est que vu qu'on n'a pas de gros programmes proscrits, on a pu se permettre de faire ça, parce que c'est un cours d'option. Mais ils m'ont dit définitivement, là, ce qui était le fun, c'est de voir des gens qui ont des métiers là-dedans, puis que ça va bien pour eux. Oui. Juste ça c'est bon, il y a des vraies personnes qui travaillent dans le... Oui, c'est vrai. Et surtout les femmes. On n'en voit pas beaucoup à l'école. Ils nous voient les profs, mais ils ne voient pas d'autres professionnels nécessairement avoir des carrières à succès. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a voulu faire de J'ose la tech on va dire un programme un peu tripartite, c'est-à-dire qui touche à la fois les écoles, qui va toucher les entreprises. Puis je pointe Michel parce que Michel est entrepreneur, donc du coup ça la concerne réellement, et qui va toucher aussi donc les organismes comme nous. Et donc c'est ça pour le volet J'ose la tech. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Très heureux d'être ici. Parfait. Alors, ça tombe bien parce que ma prochaine question était pour vous. On est dans les temps. Nous, on veut savoir, à Tech et Transmission, avant d'être maire, qu'est-ce que vous vouliez être? Quel était votre parcours? OK. Quand j'étais dans mes études, cégep université, je voulais travailler en développement international. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de travailler sur des enjeux de société. Donc, voir comment est-ce qu'on peut améliorer, que ce soit la santé, l'éducation, les conditions de vie des gens. Donc, pendant longtemps, je voulais travailler... ce que j'avais en tête, c'était plus de travailler pour des organismes sans but lucratif, des OBNL. Ayant grandi à Laval, après ça, en 2012-2013, j'ai commencé à avoir tous les scandales de corruption avec l'ancien maire. Et ça m'a motivé à m'intéresser à la politique, à ce qui se passe dans ma ville, puis ultimement me présenter. Laval, c'est très international quand même. Je sais pas si c'est international, mais j'espère que ça l'est de plus en plus. Alors du coup, ça emboîte un peu sur ma prochaine question. Quelle est votre vision du développement technologique à Laval? Parce que nous, en tant que DigiOmen, puis une des seules OBNL à Laval qui travaille pour les femmes en tech en ce moment, puis on espère qu'on va être la seule. Quelle est votre vision du développement tech aujourd'hui? Ma vision, je pense, moi, je suis pas quelqu'un qui veut faire des technologies juste pour faire des technologies. Je pense que la technologie, ça doit être utilisé pour améliorer les choses. Donc, dans certains cas, ça va faire beaucoup de sens. Dans d'autres cas, moins. Un de mes grands focus, c'est que la ville, que la municipalité, on puisse être efficace, efficient. Pourquoi? Parce que si on est meilleur, en fait, si on est capable de réaliser notre mission avec moins d'énergie, moins de personnes, moins d'argent, ça nous donne des ressources pour aller plus loin, en fait. Donc, que ce soit un organisme sans but lucratif, une entreprise, que ce soit nous-mêmes au quotidien comme citoyens, si on est efficient dans ce qu'on fait, on peut en faire plus. Ouais. Et moi, comme ville, mon souhait, c'est que Laval utilise de plus en plus ces technologies pour éviter d'avoir à hausser les taxes toujours continuellement, mais aussi que les citoyens puissent avoir une meilleure expérience avec la municipalité. Donc, que ce soit quand on applique comme employé, puis qu'on attend des suivis pour des entrevues d'embauche, que ce soit quand on applique pour avoir un permis de construction ou de rénovation, que ce soit quand on appelle au 3-1 parce que notre bac de recyclage n'a pas été ramassé puis qu'on doit attendre sur la ligne. Il y a plein de cas où est-ce que je pense que la technologie peut aider la municipalité à être plus rapide et à offrir un meilleur service à des meilleurs coûts.
Et donc, en ce sens-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà qu'on a commencé, mais il en reste beaucoup à faire. Et les gouvernements, souvent, j'aimerais que Laval soit un exemple à suivre parce que le gouvernement, on n'est pas les meilleurs pour être à la file de la technologie. On est souvent des gros bateaux qui bougent pas vite, qui s'adaptent mal au changement. Mais Laval, on a une opportunité que d'autres municipalités n'ont pas. C'est-à-dire qu'on a une gouvernance très simple. On n'a pas d'arrondissement, pas d'agglomération, pas d'MRC. Je sais que ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour monsieur et madame tout le monde, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins de paliers décisionnels, donc c'est plus simple. Donc, on est capable de prendre des décisions. On reste un gros bateau qui prend quand même du temps à changer, mais on est un bateau un peu plus rapide que d'autres municipalités. Et je crois qu'on peut saisir cette opportunité-là pour mettre de l'avant des innovations. Oui, bien, parlant de grosses structures, nous, quand on parlait un peu du programme J'ose la tech avec l'école Leblanc, on a été hyper surpris aussi de voir, je sais que c'est pas exactement la même chose, là, mais la rapidité d'adoption, et on fait vous voulez lancer ça, on se lance avec vous. Donc, il y avait une flexibilité, il y avait une ouverture aussi de vouloir nous accompagner. Donc, ça, c'est peut-être aussi un sentiment général qu'il n'y a pas nécessairement de grosses structures, qu'il y a quand même de la flexibilité. Oui. Parce que finalement, pour remettre dans le contexte, chez Didier-Humain, on a un programme qui s'appelle J'ose la tech pour les jeunes en immersion scolaire, donc de 8 à 18 ans. Et l'école Leblanc, dont Mathieu fait partie, en fait, a été une des premières écoles à nous ouvrir leurs portes parce que le programme est particulier, il n'est pas en parascolaire. Il est pendant les heures de cours. Okay. Et c'est un programme qui est parti... Je sais pas si on divulgue quelque chose qu'on devrait pas. Je sais pas, on coupe des heures de cours. Si le ministre de l'Éducation nous écoute, c'est parascolaire. Exactement. Et en fait, la particularité, c'est que c'est un programme tripartite. C'est-à-dire que ça touche l'entreprise, donc je pointe Michel parce que Michel est chef d'entreprise, ça touche l'école et nous, Didier-Humain. L'objectif, c'est de co-créer le programme ensemble sur une période donnée pour que la technologie, l'apprentissage soit immersif et co-pratique. Et qu'ils puissent rencontrer des modèles qui leur ressemblent, notamment des femmes en tech. Et donc l'école Leblanc, après avoir contacté plein d'écoles, est la première qui nous est revenue en nous disant « on aime bien le concept, on va vous donner du temps ». Et le premier programme a été une réussite totale, c'est pour ça que Mathieu est là, puis on va le refaire cette année. Et c'est pour ça que Michel disait tantôt, c'est comme ça ressemble un peu. Puis moi, je veux juste rebondir en disant que à Laval, on a le Terreau X, que moi j'adore. puis j'aimerais qu'on en parle un peu plus pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, puis surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que ça fait partie d'une des façons que Laval utilise pour soutenir justement les initiatives tech. Ouais. Et ça va un peu ressembler à J'ose la tech, parce que ça sort un peu des sentiers battus, puis ça vient un peu balancer tout ça, donc terroriste. Oui, moi, avant de... Bon, je suis allé quand même vite sur qu'est-ce que je faisais avant de la politique, mais je m'intéressais beaucoup à l'international, mais j'ai aussi J'ai une famille d'entrepreneurs. Mon père a eu des entreprises plus manufacturières, mais j'ai toujours aimé l'idée de développer une organisation, avoir des équipes, puis développer des produits ou des services qui vont répondre à un besoin. Et j'avais parti une start-up dans mon médical avec des amis. Donc, essentiellement, pour la petite histoire, puis vous allez voir comment ça va se rattacher à TerroX, c'est que avec des amis, on savait que certains hôpitaux avaient des données sur les temps d'attente ou les taux d'occupation des salles d'urgence au Québec. Mais on n'avait pas, ces données-là n'existaient pas pour tous les hôpitaux. Pour certains, elles étaient très fréquentes. Pour d'autres hôpitaux, c'était juste aux 24 heures. Mais on trouvait que c'était super intéressant parce que le nombre de patients qui vont vers un hôpital varie énormément d'un hôpital à l'autre. Donc, la réalité, c'est que, surtout par exemple dans le Grand Montréal, dans la région de Québec, là où il y a beaucoup d'hôpitaux, il y en a une qui a peut-être 12 heures d'attente dans sa salle d'urgence, puis l'autre, il y en a juste 6. Donc pour nous, on trouvait ça super intéressant pour les patients de savoir c'est où il y a le moins d'attente. Et donc on a commencé à récupérer, à scraper le web, comme on dit, donc récupérer les données qui existaient sur différents sites. Et on les a mis dans une application mobile pour que les patients puissent voir, si je dois aller à l'urgence, c'est où que je vais entendre le moins. Et donc, au début, on l'a fait de manière un petit peu illicite, c'est-à-dire qu'on n'allait pas chercher la permission du gouvernement, on travaillait avec des données qui étaient imparfaites, donc souvent c'était des PDF cachés loin sur des sites web. Donc là, nous, on rassemblait ça dans un autre endroit qu'on rafraîchissait sur une base régulière. C'était très imparfait, mais on l'a lancé quand même. Et en une semaine, il y a 30 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Donc là, ça, c'est majeur. Là, ça nous a envoyé le signal que vraiment, ça répondait à un besoin. Donc, à partir de ce moment-là, on a travaillé avec le gouvernement du Québec pour avoir toutes les données de tous les hôpitaux et les avoir sur une base régulière. Ça a été difficile, mais on a réussi à avoir les données du gouvernement pour tous les hôpitaux rafraîchis à toutes les, je crois, 5 ou 10 minutes.
Et là, on voulait aller plus loin. Parce que c'est sûr que tout le monde va vers l'urgence, mais c'est pas tout le monde qui a besoin d'aller à l'urgence. Idéalement, c'est que les gens qui n'ont pas besoin de l'urgence, tu les envoies vers une clinique ou vers un médecin qui a de la disponibilité, mais c'est dur de s'y retrouver dans le système de la santé. Donc, on voulait développer une plateforme beaucoup plus intelligente où, si tu n'as pas besoin d'aller à l'urgence, tu pourrais avoir un rendez-vous rapide avec un médecin ou avoir des rendez-vous même en ligne. Et si jamais tu as vraiment besoin d'aller à l'urgence, ben là, tu prends à l'urgence où il y a moins d'attente. Donc, c'est notre objectif, mais on a trouvé ça vraiment chiant à faire avec le gouvernement, super difficile. Donc, c'est pour ça que vous êtes lancé en politique. La ville, c'est un gros bateau, le milieu de la santé, ça en est encore plus grand. Tout le monde trouvait ça intéressant, mais personne voulait que ça sorte de son budget. Donc, c'était comme aller voir les médecins allaient voir les cliniques, les médecins allaient voir la RAMQ allait voir le ministère allait voir les hôpitaux. Des fois, quand on trouvait quelqu'un qui était prêt à payer, mettons, il y a des hôpitaux qui étaient intéressés à vraiment développer davantage avec nous la plateforme, mais là, ils voulaient que ce soit une application mobile juste pour leur hôpital. Parce qu'ils disaient, si c'est moi qui paye, il faut juste que ce soit pour mon hôpital. Nous, on disait, ben non, c'est dans la place de l'utilisateur, du patient. Là. Si tu veux pas avoir 38 applications différentes, t'en veux une seule qui couvre tout le Québec et qui donne un accès à toutes les cliniques, tous les hôpitaux. Donc, tout ça pour dire que quand je suis devenu conseiller municipal, une des choses qui m'a intéressé rapidement, c'est de créer un milieu pour les entrepreneurs qui démarraient des projets à Laval. D'une part parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de besoins d'innovation dans les services publics de manière générale, puis qu'il y avait beaucoup de personnes avec des bonnes idées, puis il fallait créer un maillon, un lien entre la municipalité et les gens qui ont des bonnes idées innovantes. Mais aussi parce qu'à Laval, il n'y avait pas beaucoup d'écosystème pour l'innovation. Mon entreprise, avec mes amis, on était dans un accélérateur à Montréal. Puis à Montréal, il y a souvent beaucoup d'organismes qui existent. Il y a beaucoup de lieux de coworking. Il y a beaucoup de rassemblements d'investisseurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. Alors qu'à Laval, l'écosystème, on a beaucoup de grandes entreprises, mais l'écosystème start-up est beaucoup plus absent. Donc, moi, c'était aussi que la ville contribue à créer des lieux comme ça où est-ce que les jeunes qui ont des idées, jeunes ou moins jeunes, peu importe, si tu veux te lancer en affaires, c'est des bonnes idées, que tu puisses aller rencontrer d'autres personnes qui sont comme toi, mieux connaître c'est quoi les leviers, les outils qui existent, puis essayer de créer des liens comme ça. Ça a pris un peu de temps avant que l'idée, justement, germe. Donc, on a planté une graine. Et là, après quelques années, cette graine-là, elle a fleuri. Puis aujourd'hui, on a TeroX qui rassemble chaque année plusieurs entreprises en démarrage. Dans différents domaines, on a beaucoup en intelligence artificielle, c'est la saveur du moment, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Et donc, nos entreprises incubées sont accompagnées par des experts, ils peuvent rencontrer des coachs, des investisseurs. Parfois, on fait des missions aux États-Unis avec eux pour rencontrer des clients, également hors Québec. Donc, on essaie de supporter nos entrepreneurs, entrepreneuses le plus qu'on peut. Parfait. TeroX, nous, on l'a déjà expérimenté, puis c'est là-bas qu'on va faire notre prochain événement annuel en octobre prochain. Donc, oui, et merci pour le TeroX, parce que c'est réellement un game changer. En tant qu'entrepreneur lavallois, je pense qu'on le vit, puis il y a très souvent des événements pour les entrepreneurs en tech. Est-ce qu'on peut emmener les jeunes? Je pose la question parce que... écoute, c'est pas moi qui gère, fait que je vais dire oui. C'est facile de dire oui. On est à la radio, entendu par plusieurs personnes. Je pense que ce qu'on veut, c'est de créer un lieu de rencontre où les gens qui ont des idées puis les gens qui ont des problèmes à résoudre se rencontrent. Mais ça se veut aussi un lieu d'inspiration. Et si ça peut inspirer des jeunes, pourquoi pas? Oui, en parlant d'inspiration, du coup, Mathieu, est-ce que tu peux nous redire un peu par rapport au premier projet J'ose la tech, comment tes élèves se sont sentis après? Puis est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu une espèce de regain de confiance, peut-être plus sur on savait pas, maintenant on sait, puis surtout chez les filles? OK, oui. Dans le fond, le projet, c'était de créer un chatbot avec Copilot Studio, avec un réseau fermé ou ouvert, tout dépendamment, on a testé les deux avec eux. Puis de justement changer la personnalité du chatbot, tout ça. Parce que la plupart des élèves utilisent justement les gros AI comme ChatGPT, ces choses-là. Mais ils ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, comment est-ce que c'est entraîné. Puis le fait d'avoir fait ça, ça les a fait sortir justement avec connaissance de plus. Ça, c'est sûr. Puis quand je leur ai demandé justement, est-ce que vous voulez refaire ce genre de choses-là, qu'il y a des gens qui viennent, qui vous montrent des nouvelles choses, ils ont dit bien sûr. C'est sûr que oui. Là.
Puis le plus de gens, le mieux. Comme ça, ils voient le plus de parcours différents aussi, c'est sûr. Donc la représentativité a beaucoup compté, j'ai l'impression, dans ce projet-là. Oui, beaucoup. Ouais. Okay. Mais on le voyait quand même, je pense que les jeunes filles, de mon point de vue externe un peu, là, ils étaient quand même plus timides à présenter leur chatbot. Puis on en faisait des discussions, mais tu le voyais systématiquement. Les filles étaient plus gênées. Puis on avait parlé un peu, je t'ai dit, est-ce qu'il y en a une qui s'est démarquée? Est-ce qu'on pourrait peut-être l'amener à parler, mais sans que ça soit debout devant la classe? Mais il fallait vraiment aller les inciter un peu plus. Puis je sais que c'est aussi une époque, une période charnière dans la vie d'une jeune femme, l'adolescence. C'est pas facile. Fait que je pense qu'il y avait quand même ce sentiment-là qu'on voyait là, avec les jeunes. J'avais, il y a quelques années, j'avais lu sur une étude qui avait été faite aux États-Unis que je trouvais très intéressante, qui avait été faite sur des milliers de personnes, qui essayait d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes dans des positions, des fois, de hauts gestionnaires ou d'entrepreneurs. Puis, ultimement, la réponse à laquelle il venait, c'est que souvent, quand il y a une opportunité, mettons un poste qui s'ouvre, la femme va se remettre en question de est-ce que je suis vraiment prête, est-ce que j'ai toutes les compétences, est-ce que je suis rendue là, est-ce que j'ai pas encore des choses à apprendre avant d'appliquer sur ce genre de poste-là. Alors que les hommes, on est un peu plus opportunistes. On se pose pas trop la question si on est compétent ou pas, on est comme hey, c'est là, je m'essaye. C'est un peu ça qu'on a vu aussi en classe avec eux, quand on leur demandait voulez-vous aller présenter ce qu'ils avaient fait. Les gars, oui, ok, on y va. Les filles, c'était plus difficile d'aller les chercher, mais moi, j'allais dire dans mes cours, moi j'enseigne l'informatique depuis 4 ans à l'École Leblanc. Puis mes meilleurs élèves que j'ai eus en carrière, ça a été des filles. Puis regardez cette phrase. Les élèves les performances, c'est des filles cette année aussi. Ouais. Mais on le voit aussi, on parlait beaucoup aussi avec Pierre Majol qui est au HEC, puis qui est professeur là-bas titulaire, puis il dit que la proportion des femmes à l'université, elle est grandissante énormément. Il y a plus de femmes qui vont à l'université, fait que je pense que peut-être, dans le vouloir tout savoir avant de se lancer dans quelque chose qui connaissent vraiment, il y a peut-être cet aspect-là aussi, on veut acquérir des connaissances avant d'être sûr de pouvoir se lancer dans une nouvelle situation. Mais, Alors, les femmes sont sous-représentées en tech. Puis, question pour vous, Monsieur le maire, quel rôle une ville peut jouer pour créer un environnement qui est plus inclusif? Bon, c'est sûr que la municipalité a quand même des rôles, responsabilités limitées quand vient le temps, par exemple, d'une entreprise privée sur ses pratiques à l'interne. En fait, on n'a pas grand-chose à dire. Par contre, on essaie quand même d'être un employeur exemplaire à ce niveau-là. Donc, on a, dans la haute fonction publique, beaucoup de femmes. Il y a 4 directions. La ville SND a sous 4 directions générales adjointes. 3 des 4 sont gérées par des femmes. En technologie, c'est une directrice de technologie. En ingénierie, c'est une directrice de l'ingénierie. On a un bureau de la performance organisationnelle, qui est un peu notre task force, là, c'est une petite équipe d'ingénieurs qui accompagne les différents départements de la ville pour qu'ils revoient leur processus, qu'ils s'améliorent, qu'ils deviennent plus efficaces, qu'ils adoptent des technologies. Donc, c'est aussi dirigé par une femme, même chose pour le service de l'expérience citoyenne. Donc, on essaie, même si on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe dans nos entreprises, on essaie quand même, nous, comme employeurs, d'être exemplaires. OK. Est-ce que, je pose une question un peu facile à répondre là, mais est-ce que soutenir des initiatives comme Didi Women fait partie de cette dynamique, justement? Non. Tu sais, honnêtement, je pense que c'est comme une zone grise, là, c'est-à-dire tout ce qui est l'éducation en tant que telle va plus être soutenu par le gouvernement du Québec. C'est une juridiction qui est plus provinciale. Après ça, des fois, il y a des fois, les organismes, ce qui est difficile, c'est que l'organisme ne rentre pas dans une case précise. Puis des fois, je trouve que les plus beaux projets ou les organismes avec les missions les plus intéressantes, c'est celles qui vont cocher plusieurs cases en même temps, qui vont amener une solution qui répond à plusieurs besoins en simultané ou qui crée une synergie. Là, des fois, c'est ça qui est difficile parce que quand le gouvernement fait un programme pour, appuyer les femmes en milieu d'emploi, ben, il y a juste l'organisme que c'est directement sa mission qui va recevoir l'argent, mais si ça se fait à travers une mission qui est plus holistique, plus générale, ben là, des fois, tu te qualifies plus au programme. Donc, ça pour dire que l'éducation relève beaucoup du gouvernement provincial. Mais des fois, on peut quand même aider par la bande, par exemple via TerroX ou des initiatives. Puis des fois, moi comme élu, là où on peut avoir une plus-value, c'est des fois juste de mettre en contact les bonnes personnes. On est comme des abeilles sociales, c'est-à-dire qu'on fait plein d'événements continuellement dans plein de domaines. Autant que je vais visiter les usines qui produisent du pain hot dog, autant que je vais rencontrer les banques alimentaires dans mon quartier. Donc,
Puis des fois, on sait que quelqu'un a une idée, un projet, puis on fait juste essayer de connecter les bonnes personnes, puis il y a de la magie qui en ressort, même si la ville n'a pas forcément un programme officiel ou des fonds officiels dédiés à une mission. Et on a plein d'idées, nous. Oui, on a plein de programmes, Mais les idées, moi j'ai réalisé une chose en politique, c'est que les idées, il y en a plus que ce qu'on est capable de réaliser. Ça, clairement. Oui. Les élus en ont, les fonctionnaires en ont, les citoyens en ont, nos entreprises, nos organismes en ont. Le grand défi après ça, c'est de réussir à se concentrer sur celles qui sont les plus stratégiques, les plus porteuses, puis de focusser assez longtemps pour que ça ait de l'impact, que ça se réalise. Parce que des fois, c'est ça aussi, comme organisation, on commence à travailler sur une initiative, puis finalement, l'actualité change, puis on décide de s'intéresser à un autre problème. Puis là, on n'a juste pas persévéré assez longtemps dans une direction pour que ça porte fruit. Donc ça, c'est un défi de tous les jours. Puis moi le premier, je me considérais pas quelqu'un de créatif avant, mais aujourd'hui, je réalise que ce que j'aime, c'est vraiment trouver des solutions. Puis j'ai tout le temps plein d'idées, puis moi-même, je dois m'auto-censurer. Parce que souvent, le matin, je me lève, puis je dis, hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis les employés me regardent, je dis, bon, encore une idée d'hiver. Mais il faut être capable de se concentrer. On essaye, on a tellement de problématiques, nous, dans le domaine de l'inclusion en technologie pour les femmes, qu'on essaye de se censurer, mais on a toujours des idées. Puis ça m'amène à la prochaine question. On remarque aujourd'hui que 35% des femmes sont diplômées du STEM, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, mais on n'en a que 23 qui travaillent en tech. La question est pour vous deux. D'un point de vue éducation, à quel moment décroche-t-on les filles du parcours technologique? C'est-à-dire que, selon toi, Mathieu, à quel moment est-ce que entre les 35 et les 23%, on a un petit gap quand même, à quel moment est-ce qu'on les perd? Et puis comment est-ce qu'on va les garder, du coup? Bonne question. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de moment précis où on les perd, mais on va en perdre à tout moment, en fait. Puis ça, c'est, je trouve, au niveau du programme d'éducation québécois, je trouve qu'il manque beaucoup de cours, si on veut, de formation en technologie. On n'en a même pas d'obligatoire. En fait, c'est pas dans le programme du ministère là, d'avoir vraiment un cours d'informatique en tant que tel. Puis j'aimerais ça qu'on en fasse un, tout simplement. Comme ça pourrait aider justement les jeunes à juste voir c'est quoi, apprendre c'est quoi, connaître c'est quoi, vivre des expériences là-dedans. Puis surtout justement avec les filles qui ont peut-être des idées préconçues sur qu'est-ce que c'est. Puis en étant en cours et en essayant des choses, je pourrais voir justement... C'est certain que si on a des cours de biologie puis des cours d'économie, on devrait peut-être avoir aussi des cours de programmation. C'est rendu une réalité quand même au 21e siècle. Surtout au secondaire, je pense qu'on devrait commencer par là, du coup. Monsieur le maire, je vous repose la question, mais plus d'un volet ville. Je ne suis pas un spécialiste d'inclusion, fait que c'est quoi les meilleures solutions? La réponse honnête serait, je ne sais pas c'est quoi la meilleure chose à faire. Une des expériences de vie que j'ai vues, c'est par exemple mon père qui avait une entreprise manufacturière où est-ce que c'était beaucoup des gars. Lui, à chaque fois qu'une femme cognait à sa porte et qui était intéressée à travailler, il lui donnait sa chance. Puis ce que j'ai remarqué dans le milieu de la construction puis dans le milieu manufacturier, ce qui était difficile souvent, c'était que c'était des environnements qui étaient majoritairement dominés par des gars. Parfois qui étaient un peu colons puis qui manquaient de savoir-vivre. et je me suis souvent posé la question, est-ce que ça n'aiderait pas d'avoir des équipes à prédominance féminine? Puis là, je donnais un exemple peut-être grossière, mais tu sais, par exemple, à la ville, est-ce qu'on pourrait avoir une équipe de col rose, tu sais? Parce que moi, ce que je voyais dans le de mon père, c'est que des fois, il y a des femmes qui venaient puis trouvaient ça très difficile de rester parce qu'elles subissaient un peu un milieu de travail ou un environnement dans lequel elles ne se retrouvaient pas, parce que c'était majoritairement masculin. Et donc, est-ce qu'une solution serait de créer des équipes majoritairement de femmes? Est-ce que ça l'aiderait? J'ai comme une intuition que oui, surtout dans des métiers à forte dominance masculine. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste non plus de la question, je ne peux pas improviser non plus des choses. Merci pour vos réponses. On touche à la fin de cette émission. Je vais vous demander de nous donner un peu un message. Monsieur le maire, pour vous, c'est un message adressé aux jeunes filles de Laval qui vous écoutent ce soir par rapport à la tech. J'ai envie de dire foncez. Tantôt, je le disais, il y avait l'étude aux États-Unis qui disait que souvent les femmes osent moins que les hommes de saisir une opportunité. Je pense que c'est noble des fois de se poser la question, est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce que je ne devrais pas attendre un peu plus tard? Mais parfois, il faut juste
foncer, saisir l'opportunité. Moi, si je suis en politique aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu une opportunité de me présenter, puis est-ce que j'étais compétent? Je ne sais pas. Quand je cognais aux portes, les gens me parlaient tout le temps de mon âge. J'avais 23, 24 ans, j'ai un baby face. Honnêtement, une porte sur deux me demandait « T'es pas un peu jeune pour la politique? » Puis, en vivant l'expérience, je me suis dit « Ouais, peut-être c'est vrai que je suis trop jeune. Peut-être qu'on ne votera pas pour moi à cause de mon âge. » Mais j'ai persévéré, puis finalement, j'ai gagné mes élections, puis les autres suivantes, puis les autres d'après, puis les autres d'après. Puis aujourd'hui, je suis rendu maire. Fait que parfois, dans la vie, même si on a des doutes sur nos capacités, il faut juste foncer, puis il faut juste prendre des opportunités, puis faire notre place. Faire notre place. Mathieu, comment tu conclus? Moi, je vais te dire, un métier en tech, c'est réaliste. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de, surtout avec mes élèves, ce que je vois dans ma classe, beaucoup de préconceptions sur le fait que j'y arriverai pas, je pense pas faire ça, ça a l'air difficile, ça a l'air compliqué. Fait que juste de penser que c'est une option, puis c'est une option réaliste. C'est une option réaliste. Michel, comment on conclut? Oui, je pense que le mot « oser », ça revient beaucoup, souvent dans les discussions qu'on a. Puis je pense que l'exemple aussi de l'entreprise que tu as mis sur pied rapidement, là, même si c'est pas parfait, essayez-le, de le faire un peu, pas de façon illégale, là, mais non, mais d'essayer des choses. Puis je pense qu'avec des J-Women, on prône beaucoup ça. Commencez petit, faisons des tests, un peu comme avec l'école Leblanc, vous nous avez accueillis les bras ouverts, mais c'était pas parfait. Si on avait attendu que c'était parfait, on l'aurait jamais fait. Fait que je pense que c'est commencer petit, regarder est-ce qu'il y a un réel besoin, puis si oui, si on aime ça, puis tout le monde est passionné dans ça, mais continuez à le faire. Ouais. Notre programme s'appelle Jeux de la Tech. Je pense qu'on l'a très bien choisi. Merci à tous les trois d'avoir été là. Merci, Monsieur le maire. Merci à votre équipe. Merci à mon équipe. Mohamed Bessek à la mise en onde, Messaïka Philippe, Marianne Anema, Ali El Krachli à la création de contenu. Merci à toi, Michel. Merci. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition de Tech et Transmission. C'était Elsa Tanous et Michel Paquin. On vous souhaite une très belle soirée.